Hexagone Actualité. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Kwezi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est à la Case Lagon et on a l'honneur de recevoir le ministre des Outre-mer, Monsieur Valls. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la préfecture dans la Case Lagon. Depuis Chido, il s'est déroulé 8 semaines. Vous êtes déjà venu 2 fois. Si je ne me trompe pas, vous êtes allé à peu près partout sur le département. Vous avez croisé des dizaines de personnes. Vous avez vu autant de souffrances. Vous avez vu Mayotte dévastée. Vous avez vu aussi Mayotte beau parce que c'est très beau. Vous pensez objectivement aujourd'hui qu'il faudra combien de temps pour reconstruire Mayotte, revenir en mieux avant le 14 décembre? Il faudra combien d'argent? Il faudra beaucoup d'argent, bien évidemment, beaucoup de volonté, de volontarisme. Je veux l'incarner, c'est pour ça que je viens régulièrement. À partir du moment où c'est un ancien Premier ministre, qui est ministre d'État, en charge des Outre-mer, et qui prend totalement à bras-le-corps, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, ce dossier, c'est évidemment pour créer les conditions d'une refondation, d'une reconstruction de Mayotte. Alors, ça dépend de quoi on parle. Il y a l'urgence, et l'urgence vitale. Moi, je souhaite qu'on revienne vite à la situation qui était déjà compliquée, difficile, d'avant Chido, mais que dans le domaine, par exemple, de l'électricité, aujourd'hui, on a atteint 100% du raccordement. C'est déjà un formidable progrès grâce à la mobilisation de tous les agents. C'était un engagement d'ailleurs qui avait été pris au lendemain du cyclone d'ailleurs. Par Emmanuel Macron lui-même. Donc là, nous avons réussi. Alors, ceux qui n'étaient pas raccordés, et il y a sans doute quelques centaines de familles avant Chido, ne le sont pas. Donc il faudra poursuivre l'effort. Pour l'eau, nous allons peut-être revenir difficilement à la situation d'avant Chido, mais elle était déjà difficile, sinon insupportable pour beaucoup de Mahorais. Et moi je crains de nouveaux épisodes comme ceux que nous avons connus ici en 2023. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Vous voulez dire qu'on pourrait avoir plus de coupures? Aujourd'hui on est à 48 heures de coupures cumulées. Ça pourrait être encore pire? La gestion de la pénurie est quelque chose de très difficile pour les Mahorais. Et j'espère qu'on arrivera à trouver d'autres solutions. Mais tant qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres dispositifs pour la production et pour la distribution de l'eau, on risque toujours de gérer cette pénurie. Comment on peut aller plus vite? Ça va partir des questions à traiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En matière de santé, nous avons amélioré les choses depuis Chido. Et j'étais très, très heureux à Motsamboro de constater qu'on avait ouvert, comme ailleurs, les dispensaires. Et dans ces dispensaires, il faut qu'il y ait des infirmières, il faut aussi qu'il y ait des médecins. Mais ça changeait déjà, je le voyais, la vie d'un certain nombre de personnes qui sont plus obligées d'aller à l'hôpital. En matière de gestion des déchets, là aussi, urgence. Il faut évacuer, et nous réussirons à le faire d'ici la fin de février, les 6000 tonnes de déchets ménagers. Et ensuite, il faut s'attaquer aux déchets lourds, les tôles, les voitures, l'électroménager. Quand vous dites les évacuer, ça veut dire les faire quitter Mayotte? Alors, les traiter ici, mais ça veut dire que demain, on aura besoin davantage d'usines d'incinération. En respectant un certain nombre de normes, on va sans doute en brûler une partie. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on va revenir sur cette idéologie qui avait eu cours à Mayotte à un moment donné, de dire pas d'incinération, on va incinérer à Mayotte. Il faudra, là, vu l'urgence, c'est-à-dire il faut traiter non seulement les tonnes qui existent, ça doit être autour de 4000 tonnes du fait de l'utilisation, de la consommation des Mahorais, mais il y a 6000 tonnes de déchets. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur toute l'île, comment toutes les équipes sont en train de séparer les déchets ménagers des déchets lourds, les tôles, l'électroménager, les voitures, les batteries aussi. Qui polluent. Donc il y a évidemment tous ces éléments, et ensuite les déchets verts, et notamment évidemment la forêt qui a été dévastée. Et ça, les choses avancent. Et puis il y a la rentrée scolaire, nous en dirons peut-être un mot, qui a été évidemment difficile, mais qui heureusement se met en place grâce à la mobilisation de la communauté scolaire, des enseignants, des familles, des élus. Mais c'était déjà difficile avant, et aujourd'hui on le fait avec moins de classes. Bon, donc on voit bien la difficulté, il va falloir reconstruire des écoles, c'est l'État qui va s'en charger, des collèges et des lycées. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une première phase d'abord de traiter les urgences. Ensuite, on commence la stabilisation. Le début de la reconstruction, c'est le sens de la loi que nous discuterons
Elle a été votée à l'Assemblée lundi au Sénat, et dont à l'Assemblée, la rapporteure était une élue, Estelle Youssoufa, de ce département. Et ensuite, et c'est le sens de la présence à mes côtés du général Facon, qui a à la fois en charge la préfiguration de l'établissement public, qui va être le bras armé de l'État et du département pour reconstruire, et qui va être surtout le chef de la mission Mayotte, qui est à mes côtés au ministère des Outre-mer, et qui va mobiliser autour d'une petite équipe tous les ministères, et qui va soutenir l'action de l'État autour du préfet, qui verra aussi ses moyens renforcés, avec les collectivités locales, pour suivre tous les dossiers. Et pour demain, parce que je suis bien d'accord, Mayotte a des atouts, c'est un spectacle, ça doit être un spectacle de la nature, mais aujourd'hui, évidemment, touché, dévasté par Chido. Donc demain, oui, je veux Mayotte plus grande et plus beau, mais ça mettra du temps. Mais pour cela, combien on est en train d'évaluer le coût. Et ça se compte en plusieurs milliards. Ah oui, sans aucun doute. En tout état de cause, on voit bien que les besoins en matière d'équipements publics, d'écoles, d'hôtels de ville, de gymnases, de salles de sport, bref, et puis tout ce qui est le tissu économique, la forêt. Alors tout ne va pas se faire en 6 mois, ni même un an. La forêt ne se reconstruit pas en quelques mois. Tout ça va mettre un certain nombre d'années, mais oui, on va investir sans aucun doute plusieurs centaines de millions, 1 milliard, 2 milliards, on verra. Ces chiffres méritent maintenant d'être affinés. Mais en tout cas, l'État, et c'est ce que j'ai dit tout au long de ces 48 heures, l'État sera présent. L'État, aussi le soutien de l'Union européenne, les agences de l'État pour reconstruire notamment les filières économiques et agricoles. Monsieur Valls, on commence quand? Parce que ça fait déjà 6 semaines et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a que les bidonvilles qui ont repoussé. Pour le reste, on est toujours dans l'attente. Les gens ont besoin de cet espoir du passer des mots aux actes. Oui, mais moi je ne suis pas pour non plus vendre des promesses qu'on ne pourrait pas accomplir. Tout le monde s'accorde à dire que Mayotte a connu la plus grande catastrophe naturelle, non pas de son histoire seulement, mais de la France depuis la dernière guerre mondiale. Donc aucun pays ne reconstruit en quelques semaines. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, ce qui se passe régulièrement aux États-Unis. Mais je ne suis pas là pour me consoler en comparant. Nous sommes, je l'espère, nous allons terminer vite cette première phase. Électricité, eau. Ça sera plus long sans doute pour tout ce qui est les infrastructures de télécommunications. Le but c'est la 5G bien évidemment, l'école, la santé, les déchets. Donc ça il faut qu'on aille vite. Il y a eu le bâchage aussi, plusieurs milliers de mètres carrés pour les bâches ont été distribués. Pour qu'au moins on revienne à une vie, je ne dirais jamais normale, parce que moi j'entends la colère, la souffrance et le scepticisme des Mahorais. Mais au moins qu'on stabilise la situation. Et après, le texte de loi programme que je présenterai au mois de mars, là, il vise à traiter sécurité, immigration, développement économique, parce qu'il faut un projet économique. Au fond, qu'est-ce qu'on veut faire de Mayotte? Que veut la France de ce territoire si français, si passionné par la France et si patriote? Un atout dans l'océan Indien. Lui donner les moyens de son développement économique. Quand on voit comment la Réunion prend position contre Mayotte aujourd'hui, on n'a pas le sentiment et que personne ne réagit. Idem avec l'Union des Comores, on n'a pas l'impression d'être ce joyau français aujourd'hui, nous Mahorais. Moi je suis là pour vous le dire, si le président de la République, le Premier ministre, plusieurs ministres, moi je suis venu pour une deuxième fois, je prends le temps, j'écoute, je reviendrai dans quelques semaines, je reviendrai régulièrement, c'est au contraire parce qu'on croit. On croit en Mayotte et que nous le devons aux Mahorais et à leur engagement français. Moi, je ne veux pas opposer la Réunion à Mayotte ou Mayotte à la Réunion. Ils sont tous français. Donc c'est absurde. Il faut qu'on s'entraide, bien évidemment. Et il faut donner les atouts à Mayotte, et ça c'est le projet économique, pour son agriculture, en changeant les normes, les habilitations, en n'appliquant pas des normes qui sont pour l'Hexagone, pour que Mayotte puisse aussi commercer avec Madagascar, avec Maurice et évidemment avec les pays du continent de l'Afrique de l'Est. La zone franche globale, elle a été annoncée. Les entrepreneurs ici l'attendaient depuis longtemps et la réclamaient. C'est pour quand ? Je pense que c'est pour les prochaines semaines. Alors là, on n'est pas dans l'urgence, on est dans les dispositifs qu'on va mettre progressivement février-mars. Je leur ai confirmé parce que je les ai rencontrés il y a un instant à l'hôtel du département. On est en train de voir, y compris ce que ça peut représenter en termes de fiscalité, je pense à l'impôt sur les sociétés. On va le mettre en place avec le département. Ça ne se met pas en place en quelques jours. Moi, je comprends l'impatience. C'est pour ça qu'on répond aux urgences et qu'ensuite, tous ces dispositifs, nous les mettons évidemment en œuvre. C'est compliqué, mais on y arrivera. Vous savez, moi, je ne demande pas aux Mahorais de me croire là.
grâce à vous ou grâce aux autres médias. Ils voient passer les ministres, les voitures, etc. Bon, eux, ils vivent au jour le jour. Mais si très vite, grâce à l'argent qui est dans la loi de finances, le budget de l'État, qui, je l'espère, va être adopté définitivement la semaine prochaine, eh bien, on pourra décaisser. C'est-à-dire, là, on pourra subventionner les collectivités locales nous-mêmes pour commencer les travaux. Et commencer les travaux, par exemple, dans les écoles, les collèges et les lycées, c'est de l'emploi aussi pour les entreprises mahoraises et pour les Mahorais. Et c'est prévu dans la loi que nous sommes en train de faire voter, qu'on privilégie sur les marchés ces entreprises mahoraises. Voilà. Alors, il faut qu'ensuite, ce que je dis, ce qu'on vote, ce qu'on décaisse en termes de financement, et c'est tout le travail du préfet et de l'équipe du général Facon, sur le terrain, c'est pour ça que je viens régulièrement, on voit comment ça marche. Moi, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut rectifier, et on est là, et on doit le faire avec les élus, mais dans la mesure du possible avec la société mahoraise, avec les forces économiques et sociales. Alors, vous avez pris la parole récemment dans la presse pour parler de la question de l'immigration. Vous avez eu des mots forts, en tout cas qui ont résonné ici à Mayotte, en disant que voilà, l'immigration était plus qu'un problème pour notre île et qu'il fallait tendre vers une immigration proche de zéro. C'était un effet d'annonce. Vous le pensez vraiment? Et comment ça va se traduire dans les faits? Ce que je dis, en général, je le pense, même si parfois on peut les uns et les autres se tromper, mais je le pense vraiment. Si alors on est en train de restaurer par ailleurs, je l'ai vu, les radars et tous les moyens de détection. C'est aussi important pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais si on laisse venir de manière continue des flots d'immigration irrégulière, tout ce que j'ai vu, ou plutôt tous les efforts que nous allons faire, mais aussi ce que j'ai vu aujourd'hui à la Vigie, ici, il y a un instant, sur Petite Terre, c'est-à-dire des projets financés par l'État, par l'ANRU, portés par les élus, de reconstruction, j'en ai vu 3 en ces 2 jours. Donc les 3 projets ANRU. Il y a la volonté de se débarrasser des bidonvilles, d'offrir des perspectives de logement aux Mahorais ou à ceux qui sont je parle des migrants, à ceux qui sont en situation régulière, des parcours de logement. Il y a des équipements qui sont prévus, écoles, cantines scolaires, centres de santé, nouvel habitat. Et on a les moyens de le faire. L'argent est là. Mais s'il y a de nouvelles vagues d'immigration qui arrivent, la population va continuer à augmenter et on sature totalement l'habitat, les écoles, c'est ce qui arrive déjà. Bon, donc c'est pour ça que oui, il faut renvoyer, l'idée c'est qu'on puisse renvoyer 35 000, 40 000 personnes tous les ans. Mais Azali a dit non, il a pris la parole récemment, sur France 24 d'ailleurs, pour dire non et que si on en renvoyait plus, il arrêtait tout. Alors, remettons les choses à l'endroit. Pour avoir une politique de lutte contre l'immigration illégale, il faut dire, instaurer un rapport de force avec les Comores. On ne peut pas accepter ces discours, y compris de rappeler le fait que les Comores réclament toujours que Mayotte fasse partie de l'archipel. Donc, Mayotte est française, c'est un choix qui a été fait à maintes reprises, il y a un attachement profond à la France. Donc il faut instaurer un rapport de force politique et diplomatique. Deuxièmement, il faut empêcher l'immigration illégale d'arriver. C'est pas facile, vous connaissez parfaitement la situation, mais les moyens de détection et les moyens d'empêcher cette immigration vont continuer. Donc le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, nous souhaitons arriver à des chiffres qui soient autour, 25 000, 35 000, 40 000, c'est possible. Donc empêcher les gens d'arriver, expulser ceux qui sont là. Ces 2 conditions, je le dis avec gravité, sont en effet les conditions incontournable, indispensable, si on veut préserver le vivre ensemble, c'est ce que me disait un élu, l'équilibre ici à Mayotte et mener les projets sociaux. Les Mahorais sont très loin du standard social d'autres territoires ultramarins, la Réunion par exemple, évidemment, de l'Hexagone. Ils ont des problèmes sociaux, économiques, de chômage, de formation qui sont déjà massifs. Si on n'arrête pas cette immigration, si on ne la traite pas, on ne pourra jamais reconstruire en grand et en beau Mayotte comme vous me le proposiez il y a un instant. Alors, il y a l'immigration comorienne, on vient d'en parler, mais on a un nouveau problème, c'est l'immigration africaine avec environ 1000 migrants, enfin, mais ils sont plus que 500 maintenant, qui étaient au collège de Koualé, mais ils n'ont pas été raccompagnés chez eux, donc ils sont bien quelque part. Qu'est-ce qu'on fait de ces migrants africains qui ne veulent pas rester ici et qui sont en bout de parcours en réalité? Les proportions ne sont absolument pas les mêmes que celle de l'immigration irrégulière comorienne. Ils ont
Là, le collège de Kwale va être évacué, parce que ce collège doit devenir ce qu'il est, c'est-à-dire... On les met où, ces bien, personnes? là, il y aura c'est des dispositifs sur lesquels le préfet est en train de travailler pour traiter toutes les familles au cas par cas. Et ces familles ont vocation à partir, soit, notamment, il y en a beaucoup qui sont sous protection, à condition qu'on connaisse leur identité, à repartir, à être renvoyés soit dans leur pays. Il y avait déjà des dispositifs, notamment vis-à-vis du Congo, mais vous voyez bien que ce pays est en train de connaître de nouveau la guerre, notamment dans l'Est, d'autres, notamment dans l'Hexagone. Donc ce problème doit être traité pour qu'il ne se rajoute pas à ces problématiques d'immigration que vous avez évoquées, tout en disant que la question de l'immigration, irrégulière ou pas, des mouvements de population, notamment dans le sud du monde, sont l'immigration liée à la santé, à la guerre, au changement climatique, sont évidemment un des grands défis de la planète. Vous avez évoqué il y a quelques minutes la question sociale. Forcément, ça fait écho pour nous à la convergence sociale, c'est-à-dire à l'égalité pour un salarié qui a travaillé toute sa vie à Mayotte au jour de la retraite, de toucher une retraite équivalente finalement à un retraité métropolitain, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler avec votre équipe pour nous permettre, nous à Mayotte, d'avoir des droits équivalents aux autres Français? Le comité interministériel sur les Outre-mer qui aura lieu ce printemps et que je présiderai au nom du Premier ministre va remettre la question de la convergence sociale au cœur de tous les Outre-mer et forcément de Mayotte. J'ai signé une déclaration d'intention avec le président du conseil départemental tout à l'heure où nous signalons bien cette volonté de convergence sociale, et notamment pour, pardon, je ramasse mes papiers, et notamment pour ce qui concerne le SMIC à l'horizon 2031. Donc que ce soit sur les salaires, c'est-à-dire sur le SMIC, ou sur les retraites, il faut qu'on se donne maintenant un calendrier précis. Ça coûte de l'argent, c'est pas facile, je le sais bien, mais nous le devons encore une fois aux Mahorais. Vous savez, moi j'étais venu ici en 2015. J'avais mis en œuvre le plan annoncé par François Hollande, Mayotte 2025. Nous y sommes. Beaucoup de choses ont été faites au cours de ce quinquennat-là, en termes d'école, en termes de convergence sociale. Eh bien, il faut reprendre totalement le rythme. Et nous ne pourrons pas relever Mayotte, au-delà de tous les projets que nous avons évoqués, sans cette convergence sociale, parce que nous sommes dans un moment où le monde nous regarde. Le monde nous regarde un peu partout, en Nouvelle-Calédonie, mais d'une manière générale dans les territoires ultramarins. Nous sommes présents sur 5 continents et 3 océans, et beaucoup de gens nous regardent sur notre capacité à reconstruire Mayotte, ce territoire si français, nous l'avons dit. Donc nous devons réussir. Et cette reconstruction, cette refondation, ce Mayotte debout, et évidemment la convergence sociale. Donc Mayotte debout, la première étape, ce sera l'établissement, enfin la loi d'urgence qui sera votée, comme vous l'avez dit, dans quelques jours. L'établissement public de reconstruction, il est opérationnel quand? Les porteurs de projets peuvent espérer commencer à avancer quand? Moi je pense qu'il faut... alors je suis prudent, parce qu'après on me rappellera ces propos, mais comme l'idée c'est que les femmes, l'établissement qui existe et qui a porté des projets, soit totalement fondu dans cet établissement public, c'est qu'au fond on ne perd pas de temps. Il y a des agents, il y a des projets qui sont en cours. Le général Facon aussi dans sa mission est en train de le préfigurer. C'est la gouvernance qui va changer puisque les élus y seront davantage associés. Mais très vite, j'espère, au mois de mars, on pourra délivrer tous les projets. Et ça tombe bien, ça sera juste au moment où il y aura le comité interministériel, on donne cette priorité à Mayotte, et la nouvelle loi qui va traiter, je l'ai dit tout à l'heure, de tous les sujets qui concernent l'avenir, qui sont les projets structurants, on va le dire, qui concernent Mayotte. Vous avez évoqué le terme de loi-programme. Loi-programme, c'est un sens, ça veut dire des projets, mais l'argent fléché à côté. Vous confirmez, ça sera vraiment bien une loi-programme et elle sera présentée au Parlement en mars? Ah oui, absolument. Alors après, on peut perdre ici une semaine, on peut en gagner une autre, mais j'ai cette volonté. Il faut dire qu'il y a un travail qui avait déjà été fait. Oui, mais ce n'était pas une loi-programme. Non, donc là c'est une loi-programme et ça tombera juste au moment où nous aurons eu, j'espère dans les jours qui viennent, le coup de Chido. Et nous pourrons, avec les ministères de Bercy, à ce moment-là, aligner des budgets. Il y aura ce qui va se faire plus vite, ce qui se fera évidemment avec le temps nécessaire. Il y a beaucoup de projets que portent les élus, les entreprises, les filières économiques et agricoles, les projets culturels et éducatifs, parce qu'évidemment, il ne faut absolument pas les oublier. Je pense que la question de l'école, elle est évidemment fondamentale. Et donc oui, on pourra, du coup, cette loi s'inscrira dans une programmation de projets
et aussi financière et budgétaire. Alors vous avez évoqué l'école, j'ai une dernière question à vous poser. Gros mouvement social quand même au niveau de l'éducation nationale. Beaucoup de corps de fonctionnaires de l'État réclament l'indexation de leur salaire. Alors il y a évidemment l'éducation nationale, mais pas que. Est-ce que ça va devenir une réalité pour ces professionnels qu'ils réclament depuis tellement d'années ? D'abord, c'est normal qu'il y ait des mouvements sociaux. Ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Ma collègue Elisabeth Borne a passé avec moi ces 2 jours. Elle a vu beaucoup d'enseignants, beaucoup de familles. Nous étions ce matin aussi sur un collège, celui qui est le plus détruit de l'île. Donc c'est normal. Mais en même temps, il y a dialogue et tout le monde a envie de s'investir. Et dès lundi, il y aura déjà aussi une augmentation des capacités d'accueil, même si évidemment, là, les choses vont prendre plus de temps. Et vous avez raison. L'autre sujet, c'est celui de l'égalité, de la justice. Il faut que tous les fonctionnaires, les contractuels aussi, qu'ils soient hexagonaux, qu'ils soient mahorais, soient logés à la même enseigne. Donc j'ai donné moi des consignes très claires que pour tous les ministères concernés, eh bien, chacun ait le soutien nécessaire de l'État au nom de l'effort qui a été engagé par tous les fonctionnaires, par tous les agents, par tous les contractuels pour faire face à ces catastrophes naturelles. Vous savez, je suis lucide. Mais en même temps, je vois qu'il y a de la force. Il y a évidemment du scepticisme, mais qu'il y a de la force qu'on a, et que si on avance, et que si les projets sortent de terre, et que s'il y a des résultats, à ce moment-là, on sera dans une dynamique positive. C'est mon rôle. Alors, si j'ai bien compris, vous revenez dans quelques semaines. Oui, bien sûr, oui. Peut-être pour les poses de première pierre des projets de reconstruction. J'aimerais bien, mais même ça, je pense que je dois revenir régulièrement. Alors j'ai le dossier calédonien là, il y a les problèmes de la vie chère aux Antilles, il y a beaucoup de sujets, mais je reviendrai dans quelques semaines. Puis il faut faire attention, les autres me réclament aussi, mais je reviendrai à chaque fois pour constater, s'il le faut, pour me faire engueuler, mais avec la mission du général Facon, le travail formidable que fait le préfet, l'engagement de tous, je pense qu'on va réussir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.